Madame la rectrice, Bill, l'Assemblée des professeurs réunis ici, et bien sûr, étudiantes et étudiantes qui commencez votre année, nous nous réunissons aujourd'hui dans des circonstances difficiles. L'Assemblée des Nations Unies démarre aujourd'hui. On va constater qu'à mi-chemin vers les objectifs de développement durable, nous sommes très loin de les atteindre, et cela dans toutes les dimensions qui avaient été prévues en 2015. Par exemple, la pauvreté extrême, c'est des questions d'éliminer. Là, on parle de gens qui gagnent moins de 2 dollars par jour et par personne. Atteindra, si les projections sont correctes, près d'un milliard de personnes d'ici 2030. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour et par personne. La mortalité maternelle, après de très grands progrès, a cessé de baisser vers 2015 et atteindra sans doute d'ici 2030, en tout cas au rythme actuel, le chiffre de 138 morts en couche pour 100 000 naissances, qui est 2 fois le chiffre espéré. Et cela continue à l'avenant dans toutes les dimensions qui avaient été prévues dans les objectifs de développement durable, dimensions qui recouvrent la santé, l'éducation, l'environnement, la paix, etc. Ce sommet s'ouvre dans des circonstances difficiles, à la fois conjoncturellement et structurellement. Conjoncturellement, après de très belles décennies, et j'y reviendrai, le Covid a mis un coup d'arrêt au progrès dans les domaines sociaux dans beaucoup de pays en développement, au moment même où les pays riches pouvaient se permettre de dépenser plus de 20% de leur PIB en mesure de soutien pour leur population, le fameux quoi qu'il en coûte, qui a permis de ne pas voir augmenter la pauvreté pendant les années de Covid dans les pays riches. Les pays pauvres qui ne pouvaient pas se permettre d'emprunter pour financer ces politiques de quoi qu'il en coûte ont vu leurs dépenses sociales augmenter que 2%, leurs dépenses de stimulus fiscal n'augmenter que de 2% du PIB, et donc se sont trouvés dans l'incapacité de soutenir leur population. Ce qui a fait que quand l'urgence du Covid s'est levée, la croissance qui est repartie très rapidement dans les pays riches, et nous en vivons en quelque sorte les difficultés avec l'inflation que nous vivons aujourd'hui, cette croissance, eh bien, elle n'est pas repartie dans les pays pauvres, et aujourd'hui, la plupart des pays pauvres enregistrent encore une croissance économique négative ou nulle. Le Covid a été suivi par l'invasion de la Russie par l'Ukraine, qui a conduit, avec d'autres phénomènes liés à la reprise rapide de l'économie après les années Covid, à cette forte inflation, qui n'est pas seulement un problème de pays riches, mais qu'on trouve dans le monde entier, et en particulier une augmentation très forte du prix des denrées alimentaires, qui augmente de près de 20% sur les 2 dernières années en Afrique, par exemple. L'augmentation du prix des denrées alimentaires dans des pays où l'alimentation est une partie importante du budget des populations. Donc pour les plus pauvres, l'alimentation peut couvrir de 70 à 80% du budget. L'augmentation forte des produits alimentaires a conduit à une augmentation de la pauvreté en termes réels et des difficultés pour certaines personnes à s'alimenter, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Ces problèmes de prix élevés ont été par la suite augmentés encore par une augmentation par des crises de dette venant pas de nouveaux comportements de ces pays, mais par la conséquence de la lutte contre l'inflation dans nos pays. La montée des taux d'intérêt en Europe par la Banque centrale européenne et aux États-Unis par la Fed a conduit à des difficultés pour les pays fortement endettés à rembourser leurs dettes. En Afrique, aujourd'hui, les pays africains dépensent plus pour le service de leurs dettes que pour la santé. En 2010, c'était le contraire. Ils dépensaient 70% de plus en santé que pour le remboursement de leurs dettes. Pour certains pays, ces remboursements de dettes se sont révélés impossibles à maintenir,
ce qui a conduit à une augmentation des pays qui sont soit en crise de non-paiement, soit très proches. Le FMI estime que plus de 2/3 des pays à bas revenus sont aujourd'hui face à une crise de dette ou sont très proches d'une crise de la dette. Une situation qu'on n'avait pas connue depuis les années 80. Ça, ce sont les problèmes conjoncturels qu'on espère vont pouvoir se résorber dans les années à venir, mais qui ont mis un coup d'arrêt en particulier à la réduction de la pauvreté. Il y a aussi des problèmes structurels auxquels font face ces pays pauvres, et en particulier l'impact du réchauffement de la planète. On en a vu une manifestation particulièrement extrême et particulièrement terrible en Libye la semaine dernière, avec des inondations terribles qui ont conduit à la rupture d'un barrage et à des dizaines de milliers de morts. Mais cette manifestation extrême n'est qu'un exemple des problèmes que va causer le réchauffement de la planète aux pays les plus pauvres. Même sans compter ces catastrophes, si on considère juste l'impact des chaleurs élevées sur le corps humain, on estime qu'avec la trajectoire actuelle du réchauffement de la planète, les températures élevées pourraient causer 73 morts pour 100 000 en plus, simplement dues aux températures élevées, uniquement dans les pays les plus pauvres. Alors 73 pour 100 000, ça paraît peut-être pas tant que ça, mais c'est plus que toutes les maladies infectieuses combinées. Donc c'est comme si vous preniez tous les morts du sida, tous les morts du paludisme, tous les morts de la tuberculose, que vous les accumuliez, et c'est le nombre de gens qui mourront de température élevée d'ici la fin de ce siècle, si nous persistons sur la trajectoire de réchauffement sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce sommet s'ouvre aussi à un moment où le leadership mondial semble faire défaut ou bien est remis en question, ou les deux. Pour différentes raisons, les leaders de la Russie, de la France, de l'Angleterre et de la Chine ne sont même pas présents aujourd'hui aux réunions à l'Assemblée générale des Nations unies. Les pays du Sud remettent de plus en plus en question le rôle que jouent les pays du Nord dans leur économie, en particulier étant donné le contraste entre le support très fort à l'Ukraine, qui est bien naturel et normal, mais le manque de support qu'il y a eu pour les pays pauvres pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'augmentation des prix alimentaires et évidemment face au réchauffement de la planète. Les pays du Sud aujourd'hui sont plus militants devant ce qu'ils considèrent être le devoir des pays riches de les compenser pour les conséquences de leurs actions sur leurs économies et de ne pas considérer les relations internationales en relation de charité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Dans nos pays, évidemment, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés avec la polarisation, par exemple, dans la sphère politique, la difficulté de trouver des solutions communes aux problèmes qui nous font face, l'augmentation des inégalités qui pèsent de plus en plus sur les classes moyennes et les classes populaires dans les pays riches. Et dans un pays comme les États-Unis, par exemple, la première puissance du monde, l'augmentation effrayante de la mortalité chez les personnes, en particulier chez les personnes blanches, et l'augmentation, et non pas la réduction, de la mortalité maternelle, en particulier pour les femmes noires qui accouchent aujourd'hui. Donc devant tous ces problèmes, une solution, une réponse pourrait être en particulier pour les jeunes gens de se dire c'est trop difficile, il y a trop de choses à faire, c'est déprimant. On pourrait se boucher les oreilles, se boucher les yeux, se cacher sous un oreiller et essayer de ne pas penser à ces problèmes en espérant qu'ils ne nous rattraperont pas jusqu'à la fin de notre vie ou peut-être de celle de nos enfants. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas le choix que je vous demande de prendre aujourd'hui en ce début d'année scolaire. Le pasteur Niemöller en Allemagne l'a exprimé au mieux quand il parlait de sa réaction vis-à-vis de la montée du nazisme, en disant « je ne suis pas
Quand ils sont venus pour les homosexuels, je me suis pas levée parce que j'étais pas homosexuelle. Quand ils sont venus pour les tziganes, je suis pas levée parce que je suis pas tzigane. Quand ils sont venus pour les juifs, je me suis pas levée parce que je suis pas juive. Quand ils sont venus pour les communistes, je suis pas venue parce que je suis pas communiste. Et quand ils sont venus pour moi, il restait plus personne. Et ça, aujourd'hui, il me semble que c'est l'appel que nous devons écouter aujourd'hui, même s'il me semble que certains de ces problèmes sont lointains ou ne nous concernent pas directement. Et il faut absolument que nous nous sentions concernés collectivement par ces problèmes et que nous nous levions pour faire quelque chose contre eux. Mais vous me direz, c'est bien gentil d'avoir l'intention de faire quelque chose, mais devant l'étendue des problèmes, que faire? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop pour chacun de nous? Et là, je vous demanderai de retourner la perspective que je vous ai montrée jusqu'à maintenant, de vous retourner en arrière et de regarder où en étions-nous il y a 20 ans. Certes, nous allons rater les objectifs du millénaire, mais en même temps, quel progrès avons-nous accompli depuis 1990? Depuis 1990, donc il y a 30 ans, la pauvreté extrême a été divisée par 2, entre 1990 et 2018. La mortalité infantile, la mortalité maternelle ont aussi été divisées par 2 dans le monde entier. Les morts du sida, qui ont augmenté jusqu'au début des années 2000, ont dramatiquement décliné à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, même si les progrès ne sont pas suffisants, ils sont là. Ils ont été ralentis par l'arrivée du Covid, mais ils sont là. Or, d'où viennent-ils? Ils viennent d'une combinaison de 2 choses. D'une part, de la volonté politique forte qu'on a trouvée dans de nombreux pays en développement où ces problèmes sont les plus aigus, de se consacrer à ces problèmes, de se consacrer à ces problèmes sociaux. Ces progrès qu'on a trouvés contre la pauvreté extrême, ces progrès qu'on a réalisés contre la mortalité infantile, ils ne sont pas dus à un pays ou à 2 pays qui auraient connu une croissance particulièrement explosive. On les retrouve partout. En termes de points de pourcentage, c'est la Tanzanie qui a le plus diminué la pauvreté extrême. En termes de mortalité maternelle, c'est le Malawi qui a fait le plus de progrès. Donc on voit ces progrès dans tous les continents, dans tous les types de pays, simplement grâce à une concentration sur ces problèmes pratiques, ces problèmes concrets et une volonté de les approcher avec le plus de pragmatisme et d'efficacité possible. Deuxième chose, ce pragmatisme et cette efficacité a permis de développer de plus en plus de connaissances sur comment s'attaquer à ces problèmes. Prenons le cas de la pauvreté extrême, par exemple. L'organisation BRAC au Bangladesh a inventé, développé, testé un programme, une intervention qui permet de sortir les plus pauvres des pauvres, les gens qui vivent avec moins de 1 dollar par jour et par personne, de la pauvreté de manière absolument durable. Ce programme a été testé dans plusieurs pays avec des évaluations aléatoires, a montré son efficacité et aujourd'hui se répand dans d'autres pays, par exemple en Inde, dans l'état du Bihar, 1 million de personnes vont en bénéficier d'ici l'année prochaine. Prenons le cas de la mortalité maternelle. Nous savons aujourd'hui quelles interventions peuvent faire une différence sur la mortalité maternelle. Le point aujourd'hui, c'est de pouvoir déployer ces interventions le plus rapidement possible. Bien sûr, sur d'autres questions, nous ne savons pas exactement encore ce qu'il faut faire, mais nous savons comment apprendre avec de l'humilité, avec la volonté de tester, avec de la créativité. Donc, qu'est-ce que je vous demande à vous, étudiants, en ce début d'année? D'abord, d'apprendre bien dans vos classes, quelles qu'elles soient, parce qu'il faut emmagasiner le savoir qui existe. Il faut aussi être prêt à contribuer à la création de ce savoir en participant à la recherche, à votre mesure, dans le domaine qui vous intéresse, sans se soucier peut-être au départ de l'ampleur du problème, sans vous dire « Oh, mais je travaille sur un tout petit sujet, ce tout petit sujet ne va pas faire une différence importante. » Car si nous travaillons tous sur nos tout petits sujets et si nous essayons de les attaquer avec l'énergie la plus ferme, avec l'humilité d'accepter nos échecs et avec le courage de voir que nos réussites peuvent être déployées à grande échelle,
alors dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous pourrons nous retourner sur les progrès qui avons été accomplis et être fiers de nous. C'est la seule manière aujourd'hui d'aborder la période difficile dans laquelle nous vivons, c'est de ne pas se décourager, mais de ne pas non plus se lancer des défis impossibles à résoudre. C'est de lancer des défis à notre mesure, d'arriver à trouver une solution au problème et de se déplacer ensuite vers le problème d'après. Donc c'est ce que je vous demande de faire. Dans les termes de Voltaire, il s'agit de cultiver son jardin, une attitude qui me paraît toujours et encore la meilleure à suivre. Merci beaucoup encore, je suis très honorée de ces insignes, très émue par le discours qui les a précédés et je vous souhaite une excellente année scolaire à tous. Merci.